Voici la deuxième partie de l'exercice, puisque la première partie était, on demandait à partir de la connaissance des équations de droite, dont D1 et D2, l'équation de D1 est donnée sous forme d'équation, ce qu'on appelle l'équation coutumière. Bon, certains l'appellent l'équation cartésienne, je vous l'ai déjà dit, hein. Bon, il y en a qui appellent ça équation cartésienne. Moi, j'appelle ça équation coutumière. Bon, si ça chante à certaines personnes d'appeler ça équation cartésienne, mais ils peuvent, il n'y a pas de problème. De toute façon, le tout, c'est de savoir de quoi on parle. La droite D2, c'est toujours l'équation d'une droite, distincte bien sûr de D1, qui n'est plus donnée sous forme d'équation coutumière ou cartésienne comme certains l'entendent, mais d'équation d'intersection de deux plans vue sous forme générale. Alors je vous ai expliqué qu'il y avait l'équation d'une droite vue comme intersection de deux plans, il y avait de deux types, l'équation sous forme générale et l'équation sous forme réduite. Alors le premier exercice, on demandait de prouver que D1 et D2 étaient deux droites gauche. Effectivement, ça a été résolu. Effectivement, les deux droites que vous voyez en noir et en orange, qui est l'intersection de deux plans, la droite orange, c'est l'intersection de deux plans, c'est la droite D2. Hein. L'orange, c'est la droite D2. Et D1, c'est la droite en noir. Et vous voyez qu'elles sont gauches. Elles sont ni séquentes, ni orthogonales, ni parallèles, ni ce que vous voulez. Mais bon, comme ça, elles paraissent séquentes. C'est normal parce qu'on a une vue du dessus. Mais si on voit la profondeur, on voit bien qu'il n'y a pas d'intersection entre ces deux droites. Donc c'est bien. Il s'agit bien de deux droites séquentes. Je m'excuse. De droite-gauche, je m'excuse. Hein. C'était de droite-gauche. Et il fallait juste prouver qu'on avait affaire à deux droites-gauche. Donc cet énoncé-là, si vous voulez, il a été résolu. Alors maintenant, il y a un nouvel énoncé qui va ressortir dans ce cadre d'exercice. On demande de rechercher une équation de la droite menée par moins 1. Donc, ce qu'il faut rechercher cette fois-ci, c'est l'équation d'une droite. Cette droite, elle est menée par un point donné, moins 1, 0, 2, et elle s'appuie sur ces deux droites. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux droites? Elle s'appuie sur D1, D2. Elle s'appuie sur D1, D2. Donc, il faut rechercher une équation de la droite menée par moins 1, 0, 2. Et s'appuyant sur ces deux droites, quand on sous-entend ces deux droites, mais j'imagine que ils discutent de D1, D2. Ils s'appuient sur D1, D2, puisque les deux droites qu'on a, c'est D1, D2. Donc, en fait, il faut rechercher une équation d'une droite que je vais appeler D, qui est menée par moins 1, 0, 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qui est menée? Ben, ça veut dire que cette droite passe par moins 1, 0, 2, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que on recherche une droite D qui passe par un point P qui est moins 1, 0, 2. Et cette droite, ben, voilà. On a les deux droites gauche. Bon, je les ai mal dessinées, ces deux droites gauche. Bon, en gros, on a deux droites gauche. Une qui est comme ceci, par exemple. Et la seconde, ouais, il y en avait une qui était orange et l'autre qui était en noir. Ces deux droites gauche. Et on demande de rechercher une droite que je vais mettre en bleu. Non, ici, elle n'est pas bleue, elle est orange. Je recherche bon, l'orange, c'est D2. La noire, c'est D1. Nous avons un point P qui est moins 1, 0, 2 dans un. Bien sûr, il y a un repère orthonormé
direct qui est posé. Hein. Bon, ça, voilà. On sait tirer les coordonnées d'un point, donner les coordonnées cartésiennes de droit dans un repère. Voilà. Bon. Et donc, ce qu'on demande, c'est ceci. C'est juste de déterminer la droite D. D passe par le point P et, comme l'énoncé l'indique, rechercher une équation de la droite que j'appelle D, menée par moins 1,02 que j'appelle P, le point c'est P, et s'appuyant sur ces deux droites. Ça veut dire qu'elle va être en contact. S'appuyant, ça veut dire qu'elle va être en contact ici, sur les deux droites. Bon, vous aurez compris qu'il y a plusieurs manières de résoudre le problème. Le tout, c'est d'aborder une manière qui pourrait être, je veux dire, voilà, une très belle manière d'aborder. C'est comment aborder la chose. On peut aborder le sujet de plusieurs manières, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. J'avais déjà fait un cas de figure comme ça avec une autre technique. Ici, je vais employer une autre technique. Je ne vais pas faire la même chose que... voilà. Je vais utiliser ici une certaine technique. Je vais vous montrer comment. Parce que j'avais plus ou moins fait un problème similaire, mais je ne crois pas que j'avais utilisé la technique que je vais utiliser maintenant. Donc, je vais utiliser une autre technique pour résoudre ce problème-là. C'est pour ça que je vous dis qu'attention, en géométrie, que ce soit analytique plane ou géométrie analytique dans l'espace, il y a plusieurs méthodes, hein, il y a plusieurs techniques pour arriver à une solution. Le but, c'est pas de mettre toutes les techniques et toutes les solutions, parce qu'à ce moment-là, bon, je veux dire, on n'en finirait pas avec la géométrie analytique dans l'espace, parce que y a tellement de pour un problème, il y a tellement de solutions. Parfois, je dis pas toujours, parce que parfois il y a qu'une seule issue, mais parfois il y a plusieurs issues. Et quand il y a plusieurs issues, ben, on peut pas tous les traiter, parce que c'est je vous rappelle que la géométrie analytique dans l'espace ou dans le plan, c'est du calcul, hein, c'est beaucoup de calcul. Donc si vous faites déjà deux techniques, ça va être d'innombrables, vous démultipliez, voilà, les calculs. Hein, donc les calculs, c'est beaucoup de calculs. Hein, c'est beaucoup de calculs. Donc si vous faites trois techniques, c'est ça trois fois d'innombrables calculs. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir une voie à suivre. Et tant qu'à faire, si vous savez utiliser une voie la plus simple, mais bon, vous êtes libre pour autant que vous arrivez à la solution. À la solution. Bon. Alors, la première des choses, c'est de prouver que D1, D2 sont gauches. Mais ça a été déjà fait dans la vidéo précédente. Et bon, là, qu'est-ce que j'avais développé? Bon, ça, je vais effacer parce que je n'ai pas besoin. Je vais effacer tout ce que je n'ai pas besoin parce que c'est vrai que je vais faire un petit peu de développement ici. Donc, je vais éliminer ce que je peux. Alors, ça, c'est l'équation coutumière d'une droite. C'est l'énoncé qui donnait ceci. Hein, la droite D1 était une équation cartésienne ou coutumière. Moi, je préfère l'appeler équation coutumière. Alors, on s'est passé de l'équation coutumière à l'équation paramétrique sans aucun problème. Hein. Donc ça, je n'ai pas besoin pour le traitement. Alors, ce que vous devez savoir aussi, c'est que, bon, ça, c'est l'équation d'une droite vue sous forme réduite. Là, à ce moment-là, on a Mn1 qui donne la direction de la droite et PQ0 qui donne, bien sûr, le point de percée de la droite dans le plan X ou Y. Enfin, quand on écrit X égale MZ plus P, bien sûr, hein, et Y égale N d'un Nestor, NZ plus Q. Bon, je n'ai pas besoin de ça. De toute façon, je n'ai pas développé d'équation de droite sous forme réduite. Donc, je peux éliminer ceci. Autre point, ça c'est l'équation vue sous forme générale de deux plans. Mais on peut trouver, si vous voulez, les équations, enfin la direction de cette manière-là. Enfin, on peut trouver les composantes de la direction de la droite de cette manière-là, par des déterminants. Par des déterminants. Donc ça, c'était un petit peu un retour sur la théorie.
Et puis après, je développais le problème. Ben, il me fallait, pour voir si c'était gauche, ben, deux droites sont gauches. Si elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas orthogonales. Et si voilà, l'intersection entre les deux droites est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection. Et donc là, à ce moment, on peut dire qu'elles sont gauches. Donc, ce qui veut dire qu'on doit vérifier si elles sont parallèles. Il faut vérifier si elles ne sont pas orthogonales. Il faut vérifier s'il y a pas, s'il y a une intersection ou pas. Alors, il faut bien sûr aller chercher bien sûr les composantes du vecteur directeur de la droite qui est donné soit avec des déterminants, de la droite D2 bien sûr, avec, voilà, ici c'est donné par des déterminants, ça a été trouvé, moins 1, 19, 22, ça c'est pas un problème, et l'équation coutumière donne ici directement les paramètres directeurs de D1. Alors, je vais regarder d'abord, enfin j'ai regardé parce que ça a été fait, hein. L'exercice ici, il a été résolu, bon, c'est un retour sur l'exercice. J'aurais fait un petit résumé, si c'est ça que je veux dire. Bon, là, comme j'ai trouvé les deux directions, ben, il n'y a pas de proportionnalité entre les deux directions, donc les deux droites ne sont déjà pas parallèles. Elles ne sont pas parallèles. Alors maintenant, je vais regarder si elles ne sont pas perpendiculaires. Ben, je fais le produit vectoriel, le produit scalaire, je m'excuse. Produit scalaire, je ne trouve pas 0, donc les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Alors je fais le produit scalaire des deux directions. Donc elles ne sont déjà pas parallèles et non orthogonales. Et il suffit de voir maintenant s'il y a un point d'intersection. Bon, ici j'ai expliqué comment retrouver, si vous voulez, par les systèmes d'équations, tout d'abord l'équation de la droite, mais indirectement le paramètre directeur et un point particulier. Bon, ça c'est pour retrouver, si vous voulez, l'équation de la droite, mais ça importe peu. Je passe par les systèmes d'équations, on va alors chercher le système homogène et le système complet. Voilà. Et là, je trouve l'équation de la droite en passant par le système homogène et le système complet. Je vous rappelle que le système homogène, on passe par un plan directeur, enfin par des plans directeurs passant par l'origine. Et là, ça c'était juste pour aller rechercher l'équation de la droite, hein, ou les paramètres directeurs d'une autre façon que par les déterminants. Donc là, on a les paramètres directeurs et en même temps, ben, on a l'équation de la droite parce que là, j'ai une solution j'ai une solution du système homogène et j'ai une solution particulière et les deux forment l'équation de la droite. Paramétrique bien sûr. Hein. Alors, tout ça, ça a été expliqué. Donc l'équation vue sous forme de deux plans, ben, ici il a été donné sous forme d'équation paramétrique par l'entremise des systèmes d'équations. Bon, ben là, voilà, ici je résous encore le système. C'est la résolution du système. Donc, c'est pas trop intéressant. Et là, je vérifie s'il y a bien l'intersection, parce que ce n'est pas parallèle, ce n'est pas orthogonal, mais je vérifie s'il y a l'intersection des deux droites. Effectivement, je ne trouve pas un lambda unique pour lequel qui vérifie les deux équations des deux droites D1 et D2. Donc, si je ne trouve pas un lambda unique, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. Voilà, d'un côté, je trouve 14 lambda égale 4, c'est-à-dire une fraction, et de l'autre côté, je trouve lambda égale 1. Bon, ça n'a aucune mesure, lieu d'être en tant que valeur égale, donc c'est différent, les lambdas sont différents, le lambda il n'est pas unique, donc il n'y a pas de point commun, il n'y a pas d'intersection, donc D1 inter D2 égale l'ensemble vide. Donc c'est pas parallèle, c'est pas orthogonal et il n'y a pas d'intersection, donc les deux droites sont gauches. Voilà. Et là ça a été prouvé. Donc ce qui veut dire que ceci, bon, est-ce que j'aurais besoin de ceci j'ai pas besoin de ceci pour traiter le nouveau problème. De toute façon, j'ai tout sur GeoGebra. Tout a été fait sur GeoGebra. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, sur GeoGebra, ben, j'ai placé ma droite ben, sur un point de la droite D1. J'ai créé la droite AB qui est la droite D1. C'est la droite en noir. C'est la droite D1. Et puis, j'ai mis mes deux plans. Premier plan.
mon second plan et l'intersection des deux plans qui font office de droite. Voilà. Et puis bon, là, c'est tout simplement ça, je peux l'effacer parce que qu'est-ce que c'était? Voilà, c'est une solution particulière du système. Bon, ça j'ai pas besoin. C'est un point particulier de la droite que je résolvais par le système complet, qui était une solution particulière du système complet. Donc ça j'ai pas besoin. Je démontrais bien qu'il passait par la droite et donc la solution que j'avais trouvée était bonne. Donc j'avais bien l'équation de droite vue sous forme paramétrique à partir de l'équation vue sous forme de deux plans, sous forme générale, c'est-à-dire D2. J'obtenais D2 sous forme... voilà, j'ai pas besoin de tout ça. De toute façon, D2, il le donne là-bas en orange sous forme... voilà, je mets les deux points, les deux plans, je m'excuse, je mets les deux plans, là, je fais l'intersection, et il me le donne sous forme paramétrique, hein, vous le voyez, c'est moins lambda plus 1,32 qui est un point particulier, plus 19 lambda moins 0,02, plus 22 lambda, plus 0,03. Enfin, z égale 22 lambda, plus 0,03, y égale 19 lambda, moins 0,02, et x est égal à moins lambda, plus 1,32. Donc, il fallait prouver que les deux droites étaient gauches. Effectivement, elles le sont, ça a été prouvé. Donc, j'ai prouvé que c'était pas parallèle, c'était pas orthogonal, et c'était... Il n'y avait pas de point de contact, il y avait bien... il y avait bien aucun point d'intersection entre les deux droites. Maintenant qu'on a prouvé que les deux droites sont gauches, je vais travailler sur deux droites gauches. Et ça, il faut ne pas perdre de vue que je vais travailler sur deux droites gauches. Alors, on demande de rechercher une équation de la droite menée par le point moins 1, 0, 2. Donc, je vais déjà placer ce point P sur GeoGebra qui est moins 1, 0, 2. P égale moins 1, 0, 2. Voilà, je suppose qu'il est. Je vais faire un zoom parce que bon, faut que je vois un peu plus clair. Voilà, le point P, il est visible, il est là. On a un nouvel objet. Dans l'espace, on a un nouvel objet qui est le point P. Alors, je ne vais pas faire tourner, parce que si je fais tourner, il prend des ressources et parfois il bloque. Et si parfois il bloque définitivement, donc vous ne savez plus ouvrir quoi que ce soit. Donc, je vais arrêter de le faire tourner. Je ne vais pas m'amuser à faire, voilà, lui faire jouer voilà, des ressources mémoire qui, à un moment donné, bon, il sature et puis après il me bloque et je ne sais plus rentrer. Ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Je le fais tourner pendant un certain temps et puis il sature. Bon, alors je vais le maintenir fixe. Là, je vais le maintenir fixe. Mais en tout cas, on voit tout. Je vais faire un petit zoom. On voit tout. On voit les deux droites qui sont gauche et on voit le point voilà, où se situe-t-il dans l'espace. Donc voilà. Donc maintenant, je vais rechercher ce qui est demandé dans l'énoncé. Il demande une droite qui va passer bien sûr par le point que je viens de mettre, moins 1, 0, 2, et qui va s'appuyer sur D1, D2. Quand ils disent c'est deux droites, ben, j'en vois que deux de droite, hein, c'est D1, D2, j'en vois pas d'autres. Donc je dois chercher une équation d'une droite D qui va s'appuyer sur D1, D2 et qui va passer par moins 1, 0, 2. J'avais déjà fait un problème similaire, mais par une autre technique. Ici, comme j'ai vu les faisceaux de plan, je vais utiliser les faisceaux de plan. J'ai vu voilà, la théorie sur les faisceaux de plan, donc je vais utiliser le faisceau de plan. Bon, mais avant tout, il faut mettre les choses en place. Comment pourrait-on résoudre un type de problème? Il faut ce qu'on appelle, bien sûr, quand on fait de la géométrie dans l'espace, bon, il y a certains problèmes qui sont aisés, des problèmes qui sont plus mécaniques, c'est-à-dire ils reviennent assez chaque fois, donc vous connaissez la technique. Hein. Il y a des problèmes mécaniques. Bon, quand vous connaissez la technique, bon, vous foncez sur la technique, il ne faut pas juste vous tromper dans vos traitements, au niveau calcul. Mais il y a des problèmes qui ressortent de la normale, enfin de choses qui sont habituelles. Et donc à ce moment-là, il faut trouver une manière de résoudre. Ça, en géométrie analytique dans l'espace, c'est ce qu'on appelle établir des idées de solutions pour trouver comment on va pratiquer pour résoudre le problème.
Bon, ici, je peux vous dire que c'est pas très compliqué. Ça va se jouer sur... voilà. Je vais aller rechercher ceci. Sur quelques éléments, quelques étapes. Pas plus. Donc, quand je dis étapes, ça va se phaser en certaines étapes. Ça va se phaser en certaines étapes. Alors, ce que je vais faire, il y a deux cas de figure. L'idée de solution serait de, premièrement, je ferai par exemple passer un plan par D1, qui, donc un plan que je vais appeler pi, pi inclut la droite D1, et pi passe par P. Donc en d'autres termes, ce qui veut dire qu'en d'autres termes, j'aurai un plan D1 P. Voilà. J'ai un plan D1P. Donc vous pouvez imaginer un plan, hein, je peux le faire ici, en vert, que je vais faire ça après. Donc c'est un plan, ben, il contient D1 et il contient le point P. Le plan contient D1P. Et puis vous voyez que ce point-là qui est là-bas, fictif, là je l'ai fait comme s'il était résolu. Hein. J'ai un point ici que je vais appeler R, et là j'ai un point R'. Donc, ici mon R', je m'en fous. Puisque, pourquoi je m'en fous? Parce que j'ai éliminé ce point R'. Je ne cherche pas l'intersection. Hein. Je ne cherche aucune intersection R'. Pour l'instant, il est inexistant. Dans ce que j'ai écrit à droite, il est inexistant et il ne me servira pas. Voilà, mais en tout cas, j'ai mis R'. Voilà. Je sais bien que j'ai R, mais qu'est-ce que c'est que ce R? Ce R, ben, si je... Dans le plan pi, qui est en vert, la droite des deux, le R, c'est tout simplement un point de percée. Je vous rappelle que D1 et D2 sont gauches. Hein. Donc c'est le point de percée. C'est-à-dire que je vais rechercher le point de percée, R. Donc je vais chercher le point donc de percée de, on va dire, je vais l'écrire comme ceci, point de percée de D2 dans le plan pi. Bon, ce point de percée qui s'appelle bien sûr dans ce cas-ci R. R. Et maintenant j'ai tout, puisque pour avoir l'équation d'une droite, 2 points suffisent. Et j'ai mes 2 points parce que j'aurais déterminé R, mais j'ai un point connu qui est P. Donc la droite PR est cette droite qui va, bien sûr, qui va être soutenue, cette droite D sera soutenue par D1 et par D2, puisqu'il y aura un point de contact R et que la droite PR mais sera dans le plan pi comme l'est D1. Donc fatalement, on va avoir une intersection bon, que j'ai pas besoin de calculer ici. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas besoin de calculer cette intersection. Justement, j'ai pas besoin de cette intersection. Et cette droite PR sera donc la droite qui va être soutenue par D1 et soutenue par D2. Bon. Alors maintenant, on est d'accord sur la technique. Mais, pourquoi ai-je choisi D1 dans le plan? Pourquoi pas D2? Alors à ce moment-là, pour ne pas faire de jaloux, eh bien, faisons en sorte que cette fois-ci, je fasse le contraire. J'ai toujours un D qui passe,
une droite qui passe par le plan pi. Cette droite D, je la recherche. Enfin, je m'excuse. J'ai une droite qui passe par le point P, moins 1, 0, 2. Voilà, moins 1, 0, 2. Que je recherche cette droite D. J'ai toujours un ROD, mais cette fois-ci, le plan pi, je vais faire tout le contraire. Je vais faire tout le contraire. Donc là, c'est bien ma droite D2, qui est gauche à D1, c'est une droite, enfin les positions D1, D2 sont gauches. P, c'est toujours P. R', c'est toujours R'. Le R, c'est toujours le point de support. Ici, dans mon idée de solution, j'imagine que le problème est résolu. Hein. Le problème est résolu ici. Dans mon idée de solution, je suppose que le problème est résolu. Donc, ça veut dire que R et R' sont deux points pseudo connus, mais il faut faire maintenant la technique pour retrouver ce point R et R'. Alors, dans un premier temps, je vous ai dit que j'avais pratiqué cette méthode-là. C'est la méthode, c'est une idée de solution. Mais dans un second temps, pour ne pas faire de jaloux, je peux le faire avec l'autre. C'est-à-dire que cette fois-ci, je pratique la même chose. Mais pour l'autre droite. Je vais inverser les rôles. Je vais mettre c'est ici, voilà. On sait bien qu'il y a un ROD de posé, hein, donc c'est pour ça que je l'ai mis sur... On inverse les rôles. Mais cette fois-ci, je vais faire passer un plan par... non plus D1, mais par D2. Donc, je vais inclure D2P dans un plan cette fois-ci. J'inverse les rôles. Cette fois-ci, c'est D2 qui est dans un plan pi. Donc, en d'autres termes, j'ai plus pi inclus. Oui, attention qu'ici, quand je dis pi inclus D1, ça veut dire pi inclus D1. Ça veut dire que je dirais plutôt... pi inclus D1, ouais, ici je peux pas mettre ça comme ça. C'est D1 est inclus. Attention que c'est la voie, il y a la voie active, voie passive. Ici c'est D1 est inclus dans le plan pi. Voilà. Et que pi passe par P. Voilà, on va dire ça. Ou P appartient au plan pi. C'est la même chose. Hein. P appartient à pi. Je fais la même chose ici. D, ouais, je peux pas écrire ça là-bas. Ici, j'avais utilisé une certaine voie, une forme. Voilà, il y a la pi inclus D2. En fait, D2 est inclus dans pi. Mais en mathématiques, on dit plutôt D2 est inclus. Est inclus dans. C'est pas inclus, mais quand vous mettez ceci, ça ne veut pas dire inclus. Ça veut dire est inclus. Donc, je suis obligé de mettre dans le bon sens pour avoir la bonne phrase. Donc, c'est D2 est inclus dans pi. Et que, bien sûr, pi passe toujours par le point B, P, ça ne change pas, et que P appartient au plan pi. Maintenant, comme cette fois-ci, j'ai formé le plan non plus D1P, mais cette fois-ci le plan D2P, alors à ce moment-là, ça veut dire que je dois aller chercher le point de percée de non plus D2, mais cette fois-ci c'est l'autre droite qui m'intéresse, le point de percée de D1 dans le plan. Et le point de percée de D1 dans le plan, c'est R'. Et cette fois-ci, c'est la droite PR' qui aura pour vocation d'être la droite qui est supportée par D1, D2, ou, si vous voulez, est supportée, encore une fois, comme je parlais de voie active, voie passive, est supportée, D est supportée par D1, D2, mais D1, D2 supporte la droite D. Donc attention, c'est vrai que j'ai fait une petite erreur au niveau du symbole, mais c'est vrai que faut voir le contexte.
c'est est inclus et non pas inclus. Parce que si vous dites, ça se dit, hein, D2, pi inclus une droite, ça se dit. Mais le problème, le symbole d'inclusion ne signifie pas inclus. Mais le symbole d'inclusion signifie est inclus. Ça veut dire que là, à ce moment-là, pour bien respecter les choses, c'est D2 est inclus dans pi, donc je mets le symbole d'inclusion, voilà, qui est ceci, c'est l'inclusion. Voilà. Ceci, c'est l'appartenance. Si vous mettez la même chose avec une barre, c'est l'appartenance. Voilà, ça c'est l'intersection, ça c'est l'union. Voilà, c'est des symboles, de notions, bien sûr, ensemblistes, comme vous. Et il y en a encore beaucoup. Hein. Voilà, on peut avoir la différence symétrique et tralali, tralala. Bon, le problème n'est pas là. Donc, je vous ai dit, ça c'est une technique. Bon, j'ai le choix. Bon, là, je chuchote la partie gauche ou je chuchote la partie droite. Ça veut dire, je vais faire mon choix sur, bon, est-ce que je vais pratiquer, prendre des 1 et l'inclure dans un plan, ou prendre des 2 et l'inclure dans un plan. Et c'est là que la réflexion va se faire. Parce que il suffit d'aller regarder l'énoncé. En regardant l'énoncé de plus près, je vais cadrer ceci et je vais me dire que ça c'est intéressant. C'est très, très intéressant. Parce que il existe la notion des faisceaux de plan et cette droite est donnée par, je vais faire passer un faisceau de plan. Un faisceau de plan. Et avec mes conditions, mais j'aurai ce fameux plan qui est là. Mon fameux plan qui est ici. Bon, là. Ou là. Mais je dirais plutôt où. Qu'est-ce qu'il y a quelle est la droite qui est donnée avec l'intersection de deux plans pour lequel je peux faire un faisceau de plans, mais c'est des deux. C'est des deux. Donc je vais aller extraire directement. Je vais traiter avec des deux. Donc je vais mettre des deux dans un plan. Avec une condition, bien sûr, qui est l'appartenance à un point. Pour moi, retrouver, bien sûr, dans le faisceau de plan, mais le fameux lambda mu, ou le fameux L, ou le fameux ce que vous voulez. Eh bien, donc ce qui veut dire que dans le chouchoutage des techniques, ben, c'est D2 qui est donné avec l'équation de deux plans. Donc je peux utiliser ça facilement. Ce qui veut dire que je vais dans les deux techniques, bon, qui sont les mêmes, hein, c'est la même technique, ben, il y en a une qui... Celle-ci, je vais la barrer. Parce que D1 est donné sous forme d'équation coutumière. Donc ça ne m'intéresse pas de cette façon-là, parce que je vais utiliser les faisceaux de plan. La technique des faisceaux de plan. Or, D2 me donne déjà l'équation d'une droite avec voilà, vue comme intersection de deux plans. Et c'est magnifique parce que là, je pratiquais. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais je vais faire l'équation du faisceau. Hein, je vais écrire l'équation du faisceau. Donc, je rappelle qu'un faisceau de plan, ben, c'est une infinité de plans. Je dirais même une infinité double de plans parce qu'il y a deux paramètres. Une infinité double de plans. Alors, je vais écrire ce faisceau de plan. Il suffit que j'aille extraire l'équation sous forme générale de la droite vue comme intersection de deux plans. Je vais prendre ceci. Donc c'est l'équation sous forme générale ESG, bon, d'une droite vue comme intersection de deux plans. Et je vais créer mon faisceau. Donc le faisceau, je peux l'écrire. Donc il y a deux paramètres, donc il y a une infinité double de plans. Donc on a lambda 3x moins y plus z plus mu. Alors je peux fixer lambda égale 1. À ce moment-là, je mets mu sur lambda qui vaut L.
Bon, mais ici, je ne vais pas faire ça comme ça. X plus 7y moins 6z. Oui, bien sûr, j'ai oublié. Normalement, ouais, pour les faisceaux de plan, vous devez absolument mettre 3x moins y. Vous devez retransformer la formule en, bien sûr, égale 0. Hein. Donc, quand vous dites égal, quand l'équation égale 4, c'est moins 4 égale 0. C'est f de xy, z égale 0. Voilà, donc là, je me suis trompé, parce que il faut ceci moins 4. Voilà. Et l'autre, moins 1 égale 0. Donc c'est x plus 7y moins 6z moins 1 égale 0. Voilà. Et là, bien sûr, ces deux équations, lambda mu, ça doit être égal à 0. Donc là, il y a une infinité, bon, j'ai deux paramètres, je vous l'ai dit, hein, une infinité double de plan, pour laquelle, bon, c'est une infinité double de plan. Voilà. Alors maintenant, il faut mettre la condition, bien sûr, pour non plus avoir... Parce que ça, faisceau de plan, c'est des plans variables. Hein. C'est des plans variables. Donc, là, on a un ensemble de points, de coordonnées, bien sûr, x, y, z vérifiant lambda 3x moins y plus z moins 4 plus mu x plus 7y moins 6z moins 1 égale 0, bien sûr, avec, bien sûr, je vous rappelle, hein, lambda mu doit être absolument différent, bien sûr, de 0, 0. Hein. Alors, ça, vous le savez très bien. Lambda mu, ce sont des nombres réels. Alors, si, on va dire, ces deux plans, qui sont 3x, je sais pas comment je peux les appeler, je vais l'appeler pi 1, pi 2. Alors, je cherche pi, hein. Je cherche pi. Mais en attendant, j'ai deux plans. Voilà, deux plans. Pi 1, pi 2. Alors, pi 1, pi 2 ont des points... Si pi 1, pi 2 ont des points communs, alors ce plan place par ces points communs, on aura un faisceau d'arêtes pi 1 inter pi 2. Si pi 1 et pi 2 n'ont pas de points communs, alors ce plan est parallèle à pi 1, pi 2, et on a un faisceau de plan parallèle à pi 1, pi 2. Bon. Pour l'instant, il est variable. On a un plan, voilà, on a un plan variable, puisqu'il y a une infinité double, voilà, de possibilités de placement de lambda mu. Donc on a, voilà, une infinité de plans, hein, là. Voilà, une infinité double de plans. Si je fixe le mu en maintenant lambda constant, je rappelle que lambda mu sont des paramètres. Là, on a une infinité simple. Ben, maintenant, si je fixe le mu fixe et le lambda variable, ben, j'ai encore une infinité simple. Une infinité simple et une infinité simple, ça fait une infinité double. Voilà, donc ça fait une infinité double. Donc là, il y a une infinité double de possibilités d'avoir l'équation de plan et donc de plan. Alors maintenant, pour avoir, ça c'est bien sûr, c'est un plan que je veux appeler pi variable. C'est un plan pi variable. Alors maintenant, pour avoir le plan pi fixe, ben, il faut une condition. Alors je fixais une condition. La condition, ben, on sait bien que ben, le point P moins 1, 0, 2 doit appartenir au plan. Et c'est ça la condition qui va faire en sorte que je vais trouver mon plan. Donc, ce qui veut dire que, voilà, ce que j'ai mis là, ici, là, P doit, je vais profiter de ceci, voilà, pour dire que P appartient au plan, dont
D2, comme il est donné sous forme, là, D2, il est donné sous forme d'intersection de deux plans, j'en profite pour faire un faisceau de plans variable, et grâce à cette condition aussi, ben, j'en fais un faisceau fixe. Je m'excuse, un plan fixe. Là, on a un faisceau variable, et puis là, ça redevient un plan fixe. Comment? Par la condition, juste en fixant la condition. En fixant la condition. Alors, je vous rappelle que j'aurais pu fixer lambda égale 1. Alors, si je fixe lambda égale 1, si je fixe lambda égale 1, j'ai plus qu'une infinité simple, hein, parce qu'il ne restera plus que mu. Si je fixe lambda égale 1, j'ai un paramètre, plus qu'un seul paramètre qui est mu. Hein. Bon, ça, c'est clair et net. Donc, sachant que, bon, P appartient au plan pi, ben, c'est comme ça que je vais bloquer le faisceau de plan à un plan fixe. Donc, le plan variable, ben, il va devenir non plus, il va pas être variable, il ne prendra pas n'importe quelle valeur, mais il va fixer un plan avec une direction donnée. Il n'y aura plus une infinité de directions. Hein. Alors, si vous voulez savoir la direction, regardez bien que c'est bien une infinité double, hein, puisque la direction est donnée avec deux paramètres, je vais vous montrer tout de suite. Bon, on va écrire ça comme ça. Alors, lambda 3 lambda plus mu. Tiens. Voilà, le paramètre en x, il dépend de deux paramètres. Enfin, le coefficient, le paramètre directeur en x, il dépend de deux paramètres. Donc, vous voyez que c'est bien une infinité double. Hein. Maintenant, pour les y, ben, je vais faire moins lambda plus 7 mu, là aussi, y. Voilà, on a bien une infinité double. Maintenant, si vous fixez lambda égale 1, ben, vous n'aurez plus qu'un paramètre, vous aurez une infinité simple. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc on n'aura plus une infinité simple, ça dépendra que de mu. Ou de lambda, hein. Vous pouvez fixer mu égale 1, et là, à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'un paramètre. Hein. Le fait de fixer lambda égale 1, ben, vous n'avez plus qu'un paramètre. Maintenant, si je fixe mu égale 1, quand je dis 1, vous pouvez mettre 2, ce que vous voulez. Hein. Mettez ce que vous voulez. Mais en tout cas, généralement, on fixe une valeur égale à 1, pour avoir plus facile pour les calculs. Mais pas 0. Surtout pas 0. Parce que lambda mu doit être différent tous les deux de 0, 0. Eh bien, on va faire ça. Donc, c'est la première étape. Ma première étape. Donc, je vous ai dit que c'est un processus phasé. Et ma première étape, ben, la voici. On va chercher le plan. Donc, je vais trouver le plan des 2P. Alors, je vais aller chercher l'équation que voici. Pi variable, faisceau de plan. Alors, je vais remplacer par le point moins 1, 0, 2. Moins 1, 0, 2. Ouais, ici, vous pouvez continuer. C'est 3 petits points. Hein. Bon, c'est pour les explications. C'est juste pour vous dire qu'il y avait deux paramètres que vous pouvez fixer. Revoir tous les choses pour avoir un seul paramètre. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Hein. Je vais fixer tout à un paramètre. Vous allez voir comment. Parce que c'est vrai que deux paramètres, on aura une équation à deux paramètres. Bon, on fixera un paramètre par rapport à l'autre. Hein. Ils seront interdépendants, hein, ces paramètres-là. Bon, vous aurez compris qu'ils seront interdépendants. Vous allez voir tout de suite. Donc j'ai dit, je ne me rappelle même plus du point, qui était moins 2, moins 1, 0, 2. Moins 1, 0, 2. Moins 1, 0, 2. Voilà, je peux faire mes calculs. 3 fois moins 1, moins 0, plus 2, moins 4, fois lambda, et en mu. Il suffit de remplacer. Hein. Moins 1, plus 7 fois 0, moins 6 fois 2,
moins 1 égale 0. Voilà. Alors maintenant, je calcule. 3 fois moins 1, moins 3, moins 0, 0. 2 moins 4, moins 2. 2 moins 4, moins 2. Moins 2, moins 3, moins 5. J'ai moins 5 lambda. Alors pour le mu, moins 1, 7 fois 0, 0. Moins 6 fois 2, z valant 2. 12, moins 12, moins 12, moins 1, moins 13. Moins 13, moins 1, moins 14. Donc, moins 14. Oui, attention que c'est moins 14 mu égale 0. Pas aller trop vite non plus. Parce qu'après, je vais faire passer dans le membre de droite. Donc, ce qui veut dire que lambda égale moins 14 cinquièmes de mu. La solution, c'est ça. Moins 14 cinquièmes de mu. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est de fixer mu égale 1. Je peux fixer mu égale 1. Donc je trouverai lambda égale moins 14 cinquièmes. Mieux, je remplace là-dedans par moins 14 cinquièmes. Ça va se simplifier sans aucun problème. Donc je vous disais bien tout à l'heure que voilà. Donc si je garde ici, je garderai mon mu, même mon lambda, je mettrai moins 14 cinquièmes. Donc je n'ai plus qu'un paramètre. Donc je suis passé de, comment on appelle ça, de deux paramètres à un paramètre. Il n'y a plus qu'un paramètre là. Donc d'une infinité double à une infinité simple. Eh bien, on va traiter ça. Donc, je vais mettre tout. Même dénominateur. Normalement, je vais mettre tout même dénominateur. Je vais mettre 5 sur 5 ici. Voilà. Fois 5 sur 5. Ah, là-bas, il n'y a pas besoin parce que ça fera toujours 0. Il n'y a pas besoin de faire ça. Bon, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais calculer ça. Tout est en cinquième. Donc, j'aurai moins 14 fois 3 plus 5. Ah, je vais calculer ça à la machine, mais je ne sais pas ce que j'ai mis. Moins 14 fois 3 plus 5, moins 37. Donc j'aurai mu fois moins 37 cinquième de x. Alors je vais faire les y maintenant. Moins 14 cinquième fois moins 1, ce qui fait 14 cinquième. Et de l'autre côté, ben, j'aurai 7 fois 5, 35. 35 plus 14, 49. Plus 49y.
49 cinquièmes de Y en Z. Moins 14 cinquièmes, bien sûr. Moins 6 fois 5, 30. Moins 30 cinquièmes. Moins 30. Moins 14. Là. Moins 44 cinquièmes. De Z, et le terme indépendant. Ben, c'est moins 14 fois moins 4. 14 fois 4. 56. Moins 5. Moins 1 fois 5, moins 5. Plus 51. Plus 51, bien sûr, cinquième. Égale 0. Alors, ça, c'est l'équation du plan. Pi, il est toujours variable. Hein. Il est toujours variable. Alors, pour le rendre fixe, ben, je vais fixer mu égale 1. Je vais fixer mu égale 1. Voilà, mu égale 1. Et je vais tout multiplier par 5. Donc, le fameux plan, pi, n'est rien d'autre que moins 37x plus 49y moins 44z plus 51 égale 0. Voilà. Donc maintenant, je vais aller sur GeoGebra pour voir si c'est bon. Je vais noter ça. Moins 37, 49, moins 44 et 51. 37, il faut que je note sur un papier. Ou alors je vais essayer de retenir ça comme ça. 37, il y a 2 moins en 37, 44 et 2 plus 49, 51. 37, 49, 44, 51. Je vais essayer de retenir ça. 37, 49, 44, 51. Non, il y en a 2 dans les 40, 37 et 51. Voilà. Donc, moins 37x plus 49y moins 44z plus 51 égale 0. Je vais regarder si c'est bien ça. Moins 37, 49, moins 37, 49, moins 44, 51, c'est juste. Moins 44, 51. Ok. Alors maintenant, voyons voir où est ce plan-là. Je vais le mettre en couleur. C'est celui-là. Je vais aller vite le changer pour le mettre en une autre couleur. On va le mettre en rouge. Et vous voyez qu'il passe bien par le point P et qu'il inclut la droite. Jusqu'à présent, tout est bon. Ça, c'est bon. Puisque vous voyez qu'il inclut le point P et il inclut la droite. Donc, c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, j'inclus voilà, D2 dans un plan. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais chercher le point de percée. Donc, je suis ici. Hein, le point de percée de la droite, l'autre droite qui est D1 dans le plan. Pi, et j'aurai bien sûr le point R'. Hein, ici, j'aurai, parce que D1, il va percer le plan que je viens de construire. J'aurai R', et puis la droite PR', PR' sera la droite qui va être supportée par D1, D2. Alors, on va rechercher donc le point de percée de D1 dans ce plan. Ce plan est connu. Alors, je vais vite regarder si ce plan-là, il n'y a pas moyen de le simplifier, parce que c'est vrai que c'est quand même des grands nombres. Non, il n'y a pas de point commun, parce que là, je vois un nombre, ouais, 37 et 51, il y a deux nombres qui, voilà, qui ne sont pas divisibles, hein, c'est deux nombres premiers. Il y a 37 et 51 sont deux nombres premiers.
Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Bon, ben alors, on va chercher l'équation de la droite. D1, que voici. Ça, c'est l'équation de la droite. Bah, je peux la réécrire, hein, bon, ou alors effacer ce qu'il faut. 4, 1, 3. Hein, la direction, c'est 4, 1, 3. 4, 1 et 3. Voilà la direction. Je vais chercher le plan pi qui vient d'être trouvé. Je vais même l'encadrer, ce plan pi, parce qu'il est intéressant. De toute façon, je l'ai déjà noté sur GeoGebra, donc je vais l'écrire en trop grand. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, vous aurez compris, c'est tout simplement écrire D1 inter pi. Vous allez avoir bien sûr le point R'. Bon, et ça, c'est, il faut résoudre le système ici. Hein. D1 inter R'. Et donc, l'intersection, bien sûr, d'une droite et d'un plan, si je fais l'intersection, je vais trouver un point. Hein. Je vais trouver un point. Alors, bien sûr, comment je vais traiter? Ben, je vais mettre l'équation sous forme coutumière, cartésienne, je m'excuse, parce qu'elle est déjà sous forme coutumière. Alors, le x, il vaudra 4 lambda plus 3. 4 lambda plus 3. Ouais, parce que l'équation de la droite D1 sous forme paramétrique, c'est x égale 4 lambda plus 3. Le y égale lambda moins 1. Et le z égale 3 lambda moins 2. Voilà, et ça c'est la droite D1. Bon. Et je vais remplacer bien sûr dans l'équation, plus 49, y c'est lambda moins 1, moins 44 z 3 lambda moins 2, plus 51 égale 0. Et grâce à ça, je vais pouvoir retrouver que vaut le lambda. Et donc, quand j'ai le lambda, ben, je peux trouver x, y, z, parce que le lambda étant connu. Bon, ben, on va faire ça. Machine. Alors, si je fais moins 37 fois 4. Bon, je vais d'abord faire les lambda. Moins 37 fois 4, plus 49, moins 44 fois 3. Hein, j'obtiens moins 231 lambda. Ça, je vais l'écrire. Moins 231 lambda. Bon, alors maintenant, je calcule les termes indépendants. Moins 37 fois 3, moins 49, moins 88, plus 51, et j'obtiens moins 197.
Je vais recalculer encore une fois. Hein. Moins 37 fois 3. Moins 49. Moins 88. Plus 51. Oui, c'est ça. Moins 197. Voilà. J'espère que j'ai pas oublié ce moins là. Je vais recontrôler parce que je sais pas si j'ai mis. Ouais, à mon avis, j'ai oublié le moins là. Moins 37 fois 3. Moins 49. Moins 88, ça fait plus 88 à ce moment-là. 88. Plus 51. Ouais, j'avais oublié le moins là. Moins, c'est moins 21. Moins 21. Voilà, moins 21. Mais comme il passe dans le membre de droite, ça fait 21, bien sûr. Hein. Ouais, il me semblait que j'avais oublié ce moins là. Voilà, ça fait 21. Donc, le résultat, c'est 21 sur moins 231. Alors, 231 divisé par 21. Allez, il y va. Moins 1, c'est moins 1 onzième. Le paramètre, c'est moins 1 onzième. Et bien, maintenant, je vais trouver le x, y, z. Le point de percée. Je vais chercher ceci. Alors, on va calculer x moins 4 onzièmes plus 3. Y moins 1 onzième moins 1. Et z égale moins 3 onzièmes moins 2. Bon, ce qui fait 3 onzièmes, c'est 33. 33 onzièmes. « 29 onzièmes. Moins 11. Moins 11 onzièmes. Qui fait moins 12 onzièmes. Moins 3 moins 22. Moins 25 onzièmes. Voilà. Alors, je vais écrire dans ma machine 29 moins 12 moins 25. C'est pour pouvoir le recopier sur GeoGebra. Voilà, ma machine peut m'aider. Alors, ce point-là, je vais l'appeler, bon, est-ce que j'ai déjà un point P? Oui. Alors, on va appeler ce point-là R'. Bon, je préfère l'appeler... Bon, on va l'appeler R' quand même. R'. Alors, j'ai dit 29, virgule, moins 12, virgule, moins 25. Alors, j'espère que c'est le bon point. Je suppose qu'il est. Je ne le vois pas. À mon avis... Ah ouais, il faut faire un zoom. Ouais, c'est en onzième, je m'excuse. Hein. C'est en onzième, bien sûr, c'est un peu trop grand, ça. Divisé par 11, moins 12, divisé par 11, moins 29, divisé par 11. Voilà. Là, le point R', normalement, je dois le voir. Oui, il est où? Je suppose qu'il est. Ouais, il est en bas là-bas.
Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fait partie du plan? Je ne le vois pas. Je vais faire un zoom. Il y a une petite légère erreur parce que je vois qu'il est pas tout à fait dans le plan. Bon, c'est bien 29, moins 12. Ah ouais, moins 25. Moins 25. Moins 25. Voilà, maintenant elle est sur le plan. Voilà, ce qui veut dire que c'est bon. C'est bien le point de percée de la droite noire dans le plan rouge. C'est bon. Et maintenant, si je trace la droite PR, donc ici c'est la droite PR', bien sûr. Voilà, elle est supportée par cette droite. Voilà, elle est supportée par la droite orange et la droite noire. Voilà, elle est supportée par la droite orange. Donc la solution est bonne. C'est bon. Maintenant, pour écrire l'équation, vous avez les deux points. Hein. Bon, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là pour... voilà, je vais bien vous montrer. Pour avoir la droite maintenant PR', bon, je vais faire la droite PR', sachant que, bon, on a le point de passage qui est moins 1,02 P. P. P qui vaut moins 1,02 et le point R', donc que j'ai encore dans ma machine. Bien sûr que j'ai, heureusement que ma machine est là. Alors c'était 29 onzième, virgule, moins 12 onzième, voilà. Et le dernier, c'était moins 25 onzième, voilà. Alors maintenant que j'ai le point P et R', bah, je peux en faire une équation de droite, hein. Bon, ça sera x plus 1 égale y moins 0 égale z moins 2. Et la direction, ben, il faut faire la soustraction entre 29 au 11e moins 1, ce qui fait 29 11e plus 11 11e, ce qui fait 29 plus 11, ce qui fait 40 11e. Alors y moins 0, ben, ça fera moins 12 11e moins 0, ce qui fait moins 12 11e. Et le dernier, c'est moins 25 11e moins 2, ce qui fait moins 22 11e, moins 25 moins 22, moins 47 11e. Donc vous voyez que un coefficient directeur de la droite P R', la direction de P R', mais ce sera, je vais prendre 40, je fais tout fois 11, 40, moins 12, moins 47. Alors, je vais voir sur GeoGebra. Ouais, mais ici, ils ont mis 40 onzième à mon avis. 40 divisé par 11. Ouais, 3,64 c'est juste. Ouais, ils ont mis 40 onzième. Et le suivant, il va mettre... il l'a laissé en 11e. Moins 12 onzième. À mon avis, moins 12 et moins 47. Voilà. Donc, si je fais moins 12 onzième, moins 12 divisé par 11, moins 1,09, c'est juste. Et moins 49, moins 47, pardon. Moins 47 divisé par 11, moins 4,27. Donc voilà, il a laissé tout en 11e. Hein.
GeoGebra, admettons 11e. Bon, j'aurais pu avoir le point de percée par GeoGebra facilement. Mais je fais l'intersection, hein, j'aurais fait l'intersection avec D, D qui est D2. Voilà, j'aurais pu faire l'intersection D2 qui est F. F et le plan voilà, qui était C. Je fais l'intersection FC. Il va me donner, regardez, je vais faire l'intersection FC. Intersection F, C. Voilà, il me donne le point de percée. Voilà, c'est le point de percée. Hein. Oui, vous pouvez voir que c'est le point R'. C'est le point R'. Voilà, et donc, vous avez bien vu que je suis passé par les faisceaux de plan, qui est très, très simple. Hein. Bon, n'allez pas croire que c'est difficile. Les faisceaux de plan, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Le tout, c'est de savoir bien manipuler et de savoir quand est-ce qu'il faut utiliser un faisceau de plan. Des moments où vous savez que le faisceau de plan peut vous aider, ben, profitez-en parce que c'est agréable à utiliser, je vous l'ai toujours dit. C'est agréable à utiliser pour autant que, bon, il peut vous aider. Parce que si ne sait pas vous aider, ben, s'il n'a d'aucune utilité, ben, il ne pourra pas vous aider, le faisceau de plan. Mais dans le cas où il peut vous aider, comme par exemple dans ce cas de figure-ci d'exercice, ben, je pourrais me croire que c'est très simple. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez bien. Comment le traitement il a été fait. Bon, je vais arrêter de faire tourner parce qu'ici, il prend des ressources. On risque de me le bloquer. Le logiciel de GeoGebra. Donc c'est phasé en 3 étapes. Donc la première, c'est d'utiliser un faisceau de plan. Mais j'ai utilisé voilà, un faisceau de plan ici. Et c'est très simple, hein, c'est très simple. Avec une condition de point de passage voilà, d'un point P par ce plan variable. Et donc le fait d'avoir fait ça, ben, j'ai un plan fixe. Ce plan, j'aurais trouvé le plan fixe. En fixant bien sûr le mu. Hein. Je fixe le mu en finalité, je fixe le mu. Voilà. Donc le lambda est dépendant du mu, je fixe le mu. Et boum, bien sûr, par l'entremise, que le point P. Donc vous voyez que le plan, j'avais déjà fait un exercice sur les faisceaux de plan avec les angles. Voilà, trouver un angle défini. Bon, le faisceau de plan, il est venu, il a été, pour ne pas éviter, pour éviter de, je veux dire, toute forme de sorte de calcul, bon, qui serait voilà, de nature à gonfler les calculs, mais le faisceau de plan, lui, il vient justement à réduire les calculs. Bien qu'il y a du calcul, hein, il y aura toujours du calcul. Mais ici, on a très peu. Avec les plans, les angles de plan, là, à ce moment-là, il y avait un peu plus de calcul, mais en tout cas, si vous devez le faire autrement, peut-être que ça va décupler les calculs, enfin, développer les calculs encore plus gros, de manière plus grossière. Donc, le faisceau de plan est là pour vous aider, c'est-à-dire à réduire les choses. Vous voyez qu'ici, je suis passé vite le faisceau de plan, rien qu'avec une condition, je trouve mon lambda mu, voilà, j'ai mon plan. En 3-4 lignes. Hein. 3-4 lignes. Donc, ce qui veut dire que l'usage des faisceaux, s'il a une utilité, ici dans ce cas-ci, bien sûr, il a été d'une utilité immense, parce que je peux faire par des autres techniques. Là, bon, ça pourrait demander du calcul, mais ici en 2-3 lignes, j'ai mon plan. Une fois que j'ai mon plan, ben, je vais chercher le point de percée. Une fois que j'ai le point de percée, ben, avec 2 points, je forme l'équation de la droite, qui est la droite PR', qui est l'équation voilà, de la droite recherchée. Bah, bien sûr, ici, elle est mise sous forme coutumière. Hein. Vous pouvez le mettre sous forme paramétrique si ça vous chante. Ben voilà. Ou sous forme vue d'intersection de deux plans aussi, vous pouvez le faire aussi. Mais en tout cas, euh, la technique a été phasée en 3 étapes. Elle est très simple. Très simple. Maintenant, je vais vous montrer que ces 2 droites sont bien supportées. Enfin, la droite est bien supportée par les 2 autres droites. Ça, c'est la droite. Je vais tout enlever voilà, pour bien voir les choses. Je vais enlever le plan. Attention que le plan, c'est juste une technique. Hein.
Voilà, si vous voulez voir vraiment les choses, c'est de remettre rien que les droites qu'il faut, c'est tout. Donc, bon, je vais chercher bien sûr la droite. Voilà, vous avez... Alors, quelle est la droite D? Je ne sais pas c'est laquelle, il faut que j'achète. C'est la droite PR. Ouais, je vais la mettre en une autre couleur parce que c'est vrai qu'elle est gênante. Voilà, elle est en rouge. Donc la droite recherchée, c'est la droite rouge. Elle est supportée par les deux droites données par l'énoncé qui est la droite noire et la droite orange, hein, dans l'énoncé. Alors la droite orange, celle qui est donnée par l'intersection, vu l'intersection de deux plans. La droite en noir est donnée par l'équation coutumière. Et la droite rouge est bien, supportée par la droite en noir et la droite orange. Donc il y a une intersection entre la droite orange et la droite en rouge. Bon, maintenant, je vais mesurer l'angle entre, comment est-ce qu'on appelle ça, entre F et grand C. F, la droite AB, et la droite H. Donc l'angle « 88, 75. Et la seconde droite qui est G, angle GH, 135. G, FH, alors je vais enlever FH, donc l'angle HF, c'est la même chose. Bon, 88, 75, 360. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des angles de 90 degrés là-dessus. « 88, 75, c'est presque 90. Bon, je vais regarder après ça. Oui, 88. Là. Oui, il y a encore un autre angle que je dois avoir, c'est l'angle entre la droite F et G.
Oui, parce que c'est normal, parce qu'en fait, ils sont gauches. Là, faut jouer avec des projections pour avoir les angles. Ou les ramener sur un plan directeur. C'est normal qu'ils mettent indéfini parce que c'est deux droites gauche, donc pour lui, il ne voit pas les angles. Bon, 88-75, c'est presque 90. Et maintenant, si je regarde 135, l'intérieur, il fera 360 moins 2 fois 135. Oui, ça fait 90. À mon avis, ce sont des perpendiculaires communes, à mon avis. Parce que quand on regarde bien, bon, ici j'ai déjà presque 90, parce que bon, si je fais 90 moins 88-75, il reste plus que 1,25. Par contre, ici on a 135,4, 135,4. Mais ici, là ça veut dire que, bon, si j'ai 130, là ce sont des angles opposés. Je vais mettre en plus gros parce que je vais faire en plus gros. Là j'ai 135,4. 135,4. Là il y a 135,4. Ce qui veut dire que si je fais 360 moins 2 fois 135,4, ça fait 90. Oui, oui, non, j'ai rien dit parce que c'est 90. 90 après, il faut qu'on divise par 2 les deux autres angles. Donc ça fait 45 degrés. Oui, ça fait 90, mais il faut diviser par 2 les deux autres angles. Bon, je vais m'arrêter ici. Hein. Bon, ouais, ça fait bizarre qu'on a presque 90 ici et que la somme des deux fasse 90 ici. Bon, enfin bref, je vais m'arrêter ici. Je vais pas aller plus loin. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que, bon, pour trouver la droite qui est supportée par deux autres droites, eh bien, il faut tout simplement, une des techniques, c'est de passer par le faisceau de plan, et bien sûr, aller rechercher le point de percée de l'autre droite, et après, bon, on a deux points, on a l'équation de la droite, et de cette façon-là, voilà, l'idée de solution était bonne, hein. L'idée de solution était bonne. L'idée de solution ici était bonne, mais j'ai préféré chouchouter une des méthodes parce que elle me donnait l'équation d'une droite vue comme intersection de deux plans, et grâce à ça, je pouvais aller chercher le faisceau de plan. Je vous remercie.